Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je te présente des jeux... C'est ça. Aujourd'hui, je te présente mon chien, Choco. Tu dis bonjour à tout le monde. Choco, on dit bonjour à tout le monde. Ok, on recommence. Bon, donc maintenant les présentations sont faites. Aujourd'hui, ce que je te présente, ce sont des jeux spécifiquement à deux. Je fais une exception, je t'en montre pas un, je t'en montre pas deux, je t'en montre 3 jeux qui sont des jeux à deux, qui sont des jeux hautement stratégiques où on doit tenter de déplacer des pièces sur un plateau et soit tenter de contrôler des zones ou une zone en particulier, soit tenter d'éliminer une pièce en particulier. Ce sont des jeux qu'on va dire de type échec. Donc je t'en présente 3. Le premier que je vais te présenter, c'est un jeu qui s'appelle Onitama, donc d'inspiration japonaise. Le deuxième jeu que je te présente est un jeu de Catalyst qui s'appelle The Duke, un classique en son genre. Et le troisième jeu que je te présente, c'est un jeu un petit peu plus gros qui s'appelle War Chest. Ces 3 jeux-là, je vais te les présenter dans cet ordre-là. Donc, selon moi, en ordre de complexité, Onitama en premier, The Duke en deuxième, War Chest en dernier. Je te dis les 3, je vais expliquer les règles complètes et je vais revenir à la fin en te disant, comme d'habitude, ce que j'en pense. Donc, le premier que je te présente, comme je le disais, c'est Onitama. Onitama, c'est un petit jeu de type échec qui se joue sur un plateau qui est de 5 cases par 5 cases. C'est un tapis, soit dit en passant, un tapis de jeu qui est fourni dans la boîte de jeu. C'est pas un extra qu'on achète, ça vient dans la boîte de jeu, qu'on a des super petites composantes. Chaque joueur, il y a un joueur qui va prendre l'équipe bleue, il y a un joueur qui va prendre l'équipe rouge. Dans ton équipe, tu as ton sensei, donc le chef, le maître, qui commence sur un town. Fait que cette petite case-là bleue pour celui-là, rouge pour celui-là. Toutes les autres cases sont vides. Et on a 4 disciples qui sont tous des pions, dans le fond, qui ont exactement les mêmes propriétés. Tout ce qui me reste à faire dans ma mise en place, c'est que de notre deck de cartes qui vient avec le jeu, on va piger 5 cartes. Il y a un joueur qui va se mettre 2 cartes devant lui. L'autre joueur va également se mettre 2 cartes qui vont lui faire face. Toutes les cartes font référence à des animaux. Fait que j'ai eu la carte mouse et la carte panda. Et on va piger une 5e carte qu'on va mettre sur le côté du jeu. Cette carte-là, on va aller regarder en bas à droite si le symbole est bleu ou sinon il aurait pu être rouge. Ça va indiquer c'est qui mon premier joueur. Dans ce cas-ci, le symbole est bleu. Fait qu'on va mettre la carte face au joueur bleu mais hors du plateau. Pour gagner une partie d'Onitama, on a 2 façons de gagner. Soit je réussis à amener mon sensei dans le temple adverse. Si on fait ça, on gagne la partie. Soit on réussit à éliminer le sensei adverse, à le capturer. Si on fait ça, on gagne la partie aussi. Comment un jeu se joue? Ben là, dans ce cas-ci, c'est le bleu qui va commencer. Tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'il choisit l'un de ses 5 pions, celui qu'il veut. Il choisit l'une de ces 2 cartes, celle qu'il veut, et il va déplacer sa figure en respectant les mouvements qui sont demandés sur la carte. Par exemple, je pourrais dire, je vais jouer ma carte panda, je vais déplacer ce pion-ci. La case noire représente la case de départ, fait que ce pion-là pourrait se déplacer soit ici, et mon tour serait terminé, tout simplement. S'il avait été en plein milieu au début du tour avec la même carte panda, ben j'aurais pu aller ici, ou j'aurais pu reculer ici. Quand le joueur a fini de jouer son tour, j'ai joué panda, j'ai amené mon bonhomme là. La carte qu'il a jouée, il va la tourner de côté pour qu'elle fasse face au joueur adverse. Et il va prendre la carte qui avait été mise de côté au début. Le joueur suivant va faire la même chose, fait qu'il va prendre une de ses cartes, disons qu'il prend sa carte Kirin, il va prendre un personnage, il va le déplacer en respectant le mouvement de la carte, il va tourner la carte, il va prendre la carte qui avait été mise de côté, et on va continuer comme ça. Fait qu'on a toujours 2 cartes devant soi. Et là, quand je vois les mouvements de mes cartes, ben, par exemple, je pourrais décider, ben là, je vais prendre mouse, je vais envoyer le petit bonhomme juste ici, je vais déplacer ça comme ça ici, je prends la carte Kirin, le personnage qui est là décide de capturer une pièce, il va jouer la carte panda, il va se déplacer en allant en diagonale comme ça ici, fait qu'on capture la pièce, la carte est remise comme ça, il prend la carte mouse, et on continue comme ça, là. Fait qu'avec ma carte dog, je pourrais aller capturer la carte le pion qui est ici en ayant joué cette carte-là, puis ensuite on continue. Fait que vous avez vu que peu importe la figure que je choisis, les mouvements sont les mêmes pour tout le monde. Fait que les mouvements ne sont pas associés avec une figure en tant que telle. C'est les cartes que je vais jouer qui vont déplacer comment mes figures vont pouvoir bouger.
Fait on joue une carte, on indique lequel de nos 5 pièces on joue avec cette carte-là. Puis ensuite, la carte, on la met disponible pour le joueur adverse. Le joueur adverse va jouer une carte. Il va décider laquelle de ces 5 pièces il joue avec cette carte-là. Puis il va nous rendre pour nous disponible la carte qu'il a jouée. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait éliminé le pion adverse ou jusqu'à temps qu'on ait réussi à envoyer notre sensei sur le temple de l'adversaire. Et ça, c'était pour Onitama. Deuxième jeu de Duke. La mise en place de The Duke n'est pas plus compliquée que celle d'Onitama, mais on a un choix à faire. Premièrement, on va on va donner des couleurs aux joueurs. Il y a un joueur qui va avoir les pions blancs, il y a un joueur qui va avoir les pions dits rouges. Il y a également un sac qui va venir avec un petit cordon de sa couleur pour qu'on puisse différencier. Dans ce sac-là, on a des troupes qui sont identiques pour les deux équipes. Le joueur qui va être premier joueur, on va le désigner au hasard. Il va choisir l'une des 2 cases centrales de sa ligne de départ. Il va placer son duc sur cette case-là. Ensuite, il va aller placer ses 2 footmen sur 2 cases adjacentes. Fait que soit les cases de chaque côté, soit un en avant puis un sur le côté. Il ne peut pas placer en diagonale. Ça doit toucher de façon adjacente, orthogonale. On s'assure de placer les tuiles sur le bon côté. Fait qu'on a une espèce de petit bonhomme noir sur fond blanc au centre de la case. Ça indique que c'est l'icône de départ. Sur l'autre côté, il est blanc sur fond noir. Ça, on s'en sert pas immédiatement. Fait qu'on les place comme on veut, le duc en premier, les 2 footmen de chaque côté. Même chose de l'autre joueur va faire la même chose. Le duc sur une des 2 cases du centre, puis ensuite c'est 2 footmen de chaque côté. Ensuite, comment on fait pour gagner à The Duke? C'est très simple. Il faut capturer le duc de son adversaire. Dès que c'est fait, on remporte la partie. Si on se retrouve dans une position où on n'a aucun bonhomme qui ne peut jouer et on ne peut plus piger de tuiles, on perd la partie de façon automatique. Mais ça, c'est plutôt rare de façon générale. On gagne en capturant le duc adversaire. Comment un tour de jeu ça passe? C'est super simple. À notre tour de jeu, on va avoir grosso modo 3 choix d'action. Puis dans le jeu de base, si vous achetez la boîte que je suis en train de vous montrer, vous allez avoir juste 2 choix d'action. Mais donc, on a nos 3 choix. Premier choix, on peut déplacer une tuile. Deuxième choix, on peut placer une nouvelle troupe. Troisième choix, on peut utiliser une habileté avancée. Les habiletés avancées, je vais les régler tout de suite. C'est qu'on a certaines tuiles, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais qui ont des lignes doubles qui font le tour de la tuile. Quand c'est le cas, ce sont des tuiles qui ont des habiletés avancées. Il n'y en a pas dans le jeu de base, fait que je ne les couvrirai pas. On les apprend en achetant les différentes extensions. Elles sont toutes expliquées dans les livres de règles qui viennent avec les extensions. Fait que ça, c'est un des choix. Les 2 choix de base qu'on a, c'est donc bouger ou invoquer des nouvelles troupes. Quand on veut bouger à The Duke, on choisit quelle figure on veut faire bouger. Par exemple, je pourrais dire mon footman ici va jouer. Et c'est inscrit sur la tuile comment la pièce peut bouger. Fait que mon footman, on voit qu'il peut se déplacer d'une case dans n'importe quel sens. Fait que je pourrais dire mon footman, je l'envoie juste ici. Quand le déplacement est terminé, on va tourner la tuile, ça va modifier son déplacement pour le prochain tour. La prochaine fois que je vais vouloir bouger le footman, il va pouvoir soit faire un bond de 2 vers l'avant, soit bouger en diagonale dans le sens de mon choix d'une seule case. Et grosso modo, c'est pas mal ça les règles de déplacement. Fait que là, ensuite, mon adversaire pourrait faire la même chose. Lui, il va bouger son duc. On voit que le duc, lui, son déplacement, c'est qu'il peut glisser. Il peut glisser, comme c'est une flèche qui est noire, il peut glisser aussi loin qu'il le veut, mais il ne peut pas sauter par-dessus une pièce. Fait que mon duc va dire, je m'en vais juste ici. Et à la fin de son déplacement, il va lui aussi tourner sa tuile. Fait qu'on voit que maintenant son déplacement, il va glisser, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Fait qu'il se place comme ici. Si après un déplacement, on met le duc adverse en danger, fait que là, dans ce cas-ci, au prochain tour, le joueur rouge pourrait capturer le duc adverse, on doit dire garde ou guard en anglais pour l'annoncer à son adversaire. C'est la façon d'annoncer qu'on le place en position d'échec. Fait qu'au tour suivant, mon joueur pourrait décider, mais je vais déplacer mon duc comme ça, puis moi aussi, je vais le tourner. On s'assure que le nom des pièces est toujours face à nous. Fait qu'au moment où je place une pièce, mon footman, j'aurais pas pu le placer comme ça en début de partie. Je dois vraiment toujours, puis quand je le tourne, même chose, je dois toujours le placer pour qu'il me fasse face à moi. Fait qu'on voit le déplacement. Fait que ça, c'est mon premier choix. Je peux toujours déplacer mes pions comme ça. À mon tour de jeu, à la place de déplacer un pion, si je veux, je peux invoquer une nouvelle troupe. Fait que dans ce cas-ci, le joueur blanc, disons qu'il avance ce pion-là, il le tourne. Le joueur rouge, là, ça revient au joueur blanc, il dit « Moi, je vais invoquer une nouvelle troupe. » Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller piger dans notre sac. On va piger une tuile au hasard et on va la mettre. On va l'enligner comme il faut pour que je vois son nom. On va la mettre sur sa position de départ comme les autres, fait que de ce côté-ci et non pas ce côté-ci. Et on va le placer adjacent à mon duc, peu importe où se trouve mon duc. Disons que je le place
comme ça. Puis là, cette pièce-là va me donner des nouvelles options. Fait qu'on voit que lui, quand je vais l'activer, je vais pouvoir le faire glisser. Et vous aurez deviné, si je termine mon déplacement sur une case adverse, je capture cette pièce-là. Je vais pouvoir le faire glisser, puis ensuite le tourner. Ce qui m'amène aux autres types de déplacements. Puis on voit dans son nouveau déplacement, je pourrais le ramener aussi loin que je veux en glissant. Quand les symboles sont noirs, je ne peux pas sauter par-dessus des pièces. Quand ils sont blancs, je peux sauter par-dessus des pièces. Fait qu'on voit que mon light horse juste ici, en faisant un saut comme ça, si je le place comme ça par exemple ici, même si j'avais des troupes dans le chemin, comme ça, pour se rendre à cette case-là, donc il peut le faire soit comme ça, mais vu que son cercle est blanc, ben, il peut le faire sans aucun problème. Alors que dans le cas de mon footman, par exemple, disons que mon footman est ici, et il y a le light horse juste devant et le duc de l'autre côté est pris. J'aimerais bien pouvoir les capturer, ce duc-là, mais comme le cercle est noir, je ne peux pas sauter. La case doit être libre devant moi, alors que si j'étais dans cette position-là, il pourrait faire son déplacement et aller capturer le duc adverse. Fait que grosso modo, de Duke, c'est pas plus compliqué que ça. Les symboles qui me restent, comme je disais, le seul que j'ai pas expliqué encore, c'est les espèces de petites étoiles. Les petites étoiles me permettent d'attaquer sans me déplacer. Fait que si mon Light Horse était comme ça ici, et je décide de jouer avec mon Light Horse, je pourrais utiliser l'étoile qui est là. Je me rends, elle est pâle, donc je pourrais sauter par-dessus d'autres tuiles s'il y en avait. Ça me permet de capturer. Puis après avoir activé mon Light Horse, je le tourne, puis ça rend son nouveau déplacement. Fait qu'on voit que le jeu de Duke, ses particularités viennent du fait qu'il y a beaucoup de pièces différentes qui ont tous des déplacements particuliers. Fait que le Ranger, d'un côté, peut glisser aussi loin qu'il le veut, à l'avant ou à l'arrière, sans jamais sauter par-dessus une pièce, ou il peut se déplacer sur n'importe quel des cercles blancs à partir de la case centrale, en sautant par-dessus des pièces. De l'autre côté, il peut se déplacer en diagonale, aussi loin qu'il le veut, ou il peut sauter vers l'arrière. Si je prends le général, il peut sauter de 2 cases vers la droite ou vers la gauche, seulement si les cases sont libres, ces cases immédiates à droite et à gauche. Il peut sauter en avant ici en sautant par-dessus les pièces ou reculer d'une case ou deux. De l'autre côté, il y a les petits cercles qui permettent de se déplacer. Les petites flèches comme ça qu'on voit ici, c'est qu'à la place d'utiliser son déplacement à lui, en tant que général, il pourrait déplacer une autre pièce qui est dans l'une de ces cases-là. Fait qu'on voit qu'il y a 5 cases qui ont les 2 petites flèches noires. Ces petites flèches noires-là permettraient, par exemple, s'il y a un footman comme ça, en activant le général, je pourrais dire c'est le footman qui joue en utilisant le déplacement du footman, puis ensuite mon général va avoir utilisé son déplacement. Le pikeman permet d'attaquer un peu plus loin ou de reculer, d'avancer. Il peut se déplacer en diagonale. Il y a un archer quelque part qui ne fait qu'attaquer de loin. Ou le wizard, c'est la même chose. Il peut sauter à 2 cases dans n'importe quel sens ou à une case si c'est collé sur lui. Ainsi de suite. Fait qu'on a un paquet de pouvoirs différents. On apprend à s'en servir. Le champion peut attaquer les 4 cases autour de lui sans se déplacer ou sauter jusqu'à 2 cases de distance de façon orthogonale. De l'autre côté, même chose, mais il doit se déplacer. Ainsi de suite, mon bowman que je cherchais, il est ici. Mon archer qui peut attaquer à quelques cases de distance ou encore plus loin, mais en se déplaçant de l'autre côté. Ainsi de suite. Fait qu'il faut apprendre à gérer. Fait que le tour de jeu, soit on déplace une de nos tuiles et en la déplaçant, on la tourne, changeant son déplacement pour le tour suivant. Soit on pige une nouvelle tuile pour la placer de façon adjacente à notre duc. Si notre duc est dans une position où il n'y a pas de place autour de lui, on ne peut pas piger pour rajouter une nouvelle tuile. On est obligé de la déplacer. Puis on continue comme ça, en alternant nos tours de jeu, jusqu'à temps qu'un des 2 joueurs capture le duc adverse. Il ne nous reste donc que War Chest. War Chest, au niveau de la mise en place, vous voyez, il y a un petit peu plus de stock que dans les 2 autres jeux. Je me suis donc permis de mettre un peu de matériel sur le plateau, du matériel que habituellement on garde hors plateau. Je vous présente ça. D'abord, le plateau. War Chest, c'est officiellement un jeu de 2 à 4 joueurs. Je considère que c'est un jeu à 2 joueurs. À 4 joueurs, je trouve qu'il fonctionne un peu moins bien. Et pour cette raison-là, quand on joue à 2 joueurs, il y a certaines zones du plateau qu'on n'utilisera pas. Fait que les zones plus foncées ici, les 5 cases ici, il y a la même chose de l'autre côté. On s'en sert pas. C'est entre autres pour ça que je me suis permis d'empiler du stock là. Donc à War Chest, quel est l'objectif? C'est de contrôler des zones. Cela, c'est pas de capturer une pièce, c'est de contrôler des zones. Les zones qu'on doit contrôler, ce sont les zones qui ont un fond vert comme ça ici. On va commencer la partie avec 6 jetons qui représentent nos jetons de contrôle. Il y en a 6 de notre couleur. Notre adversaire en a lui aussi également 6.
Le premier qui va contrôler 6 zones différentes sur le plateau, qui va avoir posé tous ses jetons de contrôle, remporte la partie. Dans la mise en place initiale, on va avoir déjà placé 2 jetons de contrôle qui représentent également en quelque sorte nos zones de déploiement d'unités. Autre chose qu'on va faire dans la mise en place dans ce jeu-là, c'est qu'on va avoir à choisir les unités qu'on va avoir pour la partie. Le jeu vient avec un deck de, je pense que c'est 16 cartes. Chaque carte représente des séries, une unité en fait, et le nombre d'unités qu'il va y avoir dans la partie. Fait que là, on peut faire un draft, on peut en donner 4 au hasard à chaque joueur. L'important, c'est qu'on finisse avec 4 cartes. Le manuel d'instruction nous suggère aussi une configuration de départ pour une première partie. Dans cette configuration-là, il y a un des joueurs qui va avoir le Crossbowman, le Swordman, le Pikesman et la Light Cavalry. L'autre joueur va avoir Scout, Cavalry, Lancer et Archer. Fait que c'est la combinaison que j'ai faite. Une fois qu'on a choisi ces unités, la seule chose peut-être à savoir pour la mise en place pour l'unité, c'est qu'ici, le x5 indique le nombre de jetons qui est associé avec cette unité-là. Fait qu'on va donc aller chercher ces jetons-là. Fait que je vais avoir 5 jetons Scout, 4 Cavalerie, 4 Lancer et 4 d'Archer. De ces jetons-là, on va se faire une petite pile, une réserve, et dans chacune de ces piles-là, on va en prendre 2. On va empiler ici ces 2 jetons-là de chaque catégorie, ça va nous faire 8 jetons. À ces 8 jetons-là, on va en ajouter 2 qui sont spécifiques à notre couleur, ça nous fait un total de 10 jetons. Ces 10 jetons-là, on va les mettre dans un sac. Ce jeu-là, c'est un back building, fait qu'on va se faire un sac pour nous, notre adversaire va faire la même chose, c'est 8 jetons, 2 par unité qu'il possède, plus les 2 jetons à sa couleur. Il envoie ça dans son sac, on est prêt à commencer à jouer. Donc on sait déjà comment gagner, contrôler 6 zones en même temps, le jeu est instantané, donc dès qu'un joueur contrôle les 6 zones, c'est terminé. Comment on commence à jouer, comment on joue. Première chose qu'on va faire en début de partie, c'est déterminer l'initiative. C'est à ça qui sert ce petit jeton-là. On va tout simplement le lancer, on voit qu'il est tombé sur le côté doré et blanc, fait que c'est le joueur qui est de ce côté-ci du plateau qui va commencer. Au début d'un tour de jeu, les 2 joueurs vont plonger courageusement la main dans leur sac et ils vont piger au hasard 3 jetons. Ils vont garder leurs 3 jetons face cachée, proche de leur zone de jeu. Ils auront à jouer ces jetons-là. L'adversaire fait la même chose. Il va lui aussi piger 3 jetons. Lui a pigé 2 jetons, ses 2 jetons personnels, plus son jeton de Crossbowman. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces jetons-là? On a 3 options. Première option qu'on peut faire, en fait, le tour de jeu, avant d'expliquer les options, le tour de jeu, de la façon qui marche, c'est très simple. Le joueur qui commence à jouer va jouer l'un de ses jetons, en suivant l'une des 3 options que je vais expliquer. Ensuite, le joueur adverse va jouer un jeton. On va revenir, il va jouer un jeton. On a jusqu'à temps que les 2 joueurs aient joué leurs 3 jetons. On a donc 3 actions par tour qu'on joue chacun son tour. Joueur A en joue une, joueur B en joue une, joueur A joue sa deuxième, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on n'ait plus d'options, qu'on n'ait plus d'actions. Quelles sont nos options? Option numéro 1, c'est le déploiement d'unités. Donc, en regardant les jetons que j'ai dans ma main, quand je fais du déploiement d'unité, j'ai 2 choix. Choix numéro 1, si l'unité n'est pas présente sur le plateau, ce qui est le cas en début de partie, je peux tout simplement décider de jouer l'une de mes pièces face ouverte, évidemment, pour déployer cette unité-là sur l'une de mes zones de déploiement. Fait qu'à partir de maintenant, on voit que maintenant, j'ai une cavalerie. Et fait que ça, c'est tout simplement pour mon option numéro 1. Fait que si mon adversaire, par exemple, avec l'un de ses 3 jetons, décidait de déployer son crossbowman, il n'aurait qu'à le mettre face ouverte. Et là, ça revient à moi. On a déjà fait chacun une de nos actions. Pour pouvoir faire la deuxième option, je vais tricher un peu, je vais aller dans mon sac. Il faut que j'ai dans mes mains une unité qui est déjà présente sur le plateau. Donc, disons qu'au lieu d'avoir pigé cette unité-là et ces 2-là, j'avais pigé ceci. Donc, j'avais pigé 2 fois la même unité. Fait que première action, j'ai déployé une unité, mon adversaire fait la même chose, je reviens, deuxième action. Je n'ai pas le droit de déployer une unité qui est déjà présente sur le plateau. Fait que si une fois que j'ai de la cavalerie sur le plateau, ce n'est que ce jeton-là que je vais avoir. Par contre, ce que j'ai le droit de faire avec mon action de déploiement, je peux renforcer cette cavalerie-là. Chaque unité a 1 point de vie et c'est représenté par son jeton. Si je fais une action de renforcement, je peux lui donner un 2e point de vie. Et si plus tard dans la partie, je me ramasse que ça soit à mon tour de jouer, et comme action, je décide encore une fois de faire un renforcement, il n'y a absolument rien qui m'empêche de le faire. Maintenant, cette unité-là aura 3 points de vie. Vous comprendrez plus tard quel est le désavantage qui vient avec ça. Fait que donc, première action, déploiement, soit je fais apparaître une unité, soit je renforce une unité qui est déjà sur le plateau. Deuxième choix d'action, activation d'unité. Donc, comment on fait pour activer une unité? Disons qu'on est quelques tours plus tard, j'avais déployé une unité, elle s'est retrouvée un petit peu plus loin, j'avais un scout qui était juste ici. Fait que quand je veux déployer une unité, je dois, comme action de ma main, défausser une unité.
et ça me permet d'activer sur le plateau de jeu l'unité correspondante. Dans ce cas-ci, j'ai défaussé un scout, ça me permet de jouer mon scout qui est juste là. Quand on active une unité, on a 3 options avec notre activation. Première option, je peux déplacer l'unité. Si je déplace l'unité, elle doit se déplacer d'une case. Fait que dans ce cas-ci, j'aurais pu défausser mon scout pour amener mon scout juste ici, par exemple. Deuxième choix d'action, quand on active une unité, on peut attaquer. Pour attaquer, c'est la même chose que le déplacement. Je peux attaquer seulement les cases qui sont adjacentes à mon unité. Fait que si par exemple, il y avait eu un crossbowman à 2 points de vie ici et il y a un swordman juste là, ben je pourrais dire, comme action, c'est à mon tour, je défausse un scout et j'attaque le swordman qui est juste ici. Quand on attaque une unité, on fait tout simplement enlever l'un de ses jetons. On ne redonne pas le jeton de propriétaire. Ce jeton-là, il est perdu pour le reste de la partie. Ça évite aux parties de s'éterniser. Fait qu'on a une espèce de petit rack comme ça où il y a tous les jetons du jeu. Fait qu'on va tout simplement retourner le swordsman dans sa réserve de jeu. On n'en s'en sert plus de ce jeton-là le reste de la partie. Si à la place d'attaquer le swordsman, il avait décidé d'attaquer le crossbowman qui a 2 points de vie, le principe est le même. Le crossbowman perd l'un de ses 2 points de vie, mais il reste présent sur le plateau de jeu, étant donné qu'il avait plus qu'un point de vie. Troisième option qu'on a, donc 1, on se déplace, 2, on attaque, et on doit faire un choix, on ne peut pas se déplacer et attaquer. Soit on se déplace, soit on attaque, soit on fait la troisième option. Pour faire la troisième option, on doit être sur l'un des lieux que l'on cherche à contrôler. Si c'est le cas, ben encore une fois, c'est à moi de jouer. J'ai un scout dans ma main, c'est ma dernière action du tour. Mon scout est placé sur une zone que je veux contrôler. Je défausse un scout face ouverte et ça me permet d'aller apposer un jeton de contrôle sur la zone. Maintenant, je contrôle 3 zones. Une juste ici, une ici et une là. Et cette action-là fonctionne de la même façon, même si je le fais sur une zone qui est contrôlée par un adversaire. Disons que mon scout aurait commencé son tour comme ça ici, c'est à moi. Je défausse un jeton scout, je prends contrôle de cette zone-là. Je vais tout simplement redonner le marqueur de contrôle à mon adversaire et moi-même en prendre le contrôle. Fait qu'ici, je contrôlerai 4 des 6 zones dont j'ai besoin pour remporter la partie. Fait que ça, c'est mon deuxième choix d'action. Donc, je résume. Premier choix, je déploie des unités. Fait que soit j'en fais apparaître, soit j'en renforce. Deuxième choix, j'active des unités. Fait que je dois défausser un jeton face ouverte dans ma défausse personnelle pour activer une unité qui est déjà sur le plateau. Avec mon unité, je vais soit me déplacer, soit attaquer, soit prendre le contrôle d'une zone. Il me reste ma troisième option. Ma troisième option, c'est de défausser des jetons face ouverte. Fait que disons que mon joueur ici a déjà défaussé quelques jetons. On est au tour suivant. Donc, j'ai un joueur qui pige ses 3 jetons. Que pige-t-il? Il pige donc un lancer, un archer et son jeton personnel. L'adversaire pige également ses 3 jetons. Il pige un crossbowman, un pikeman et un swordman. Et là, c'est à moi de jouer. Qu'est-ce que je fais? Ben là, je ne veux pas tout de suite activer les figures qui sont sur ma zone, fait que je vais défausser des jetons face cachée. Quand on défausse un jeton face cachée, on a 3 options. Première option, l'une des plus importantes du jeu, je peux défausser un jeton face cachée, je vais tout simplement le mettre dans ma défausse, pour recruter. Quand on veut recruter, on peut recruter n'importe quelle unité, ça n'a pas rapport avec le jeton qu'on a défaussé, on recrute n'importe quelle unité, on va aller chercher parmi les unités qui nous restent, par exemple, je veux pouvoir activer cette cavalerie-là de temps en temps, donc je vais recruter mon dernier jeton de cavalerie, je le mets dans ma défausse. Mon adversaire veut faire la même chose, il va défausser un swordman pour recruter son dernier jeton swordman, parce que j'ai fait perdre un point de vie par exemple, fait qu'il veut en recruter un autre. Ça revient à moi, je veux continuer mon recrutement, je défausse ce jeton-là face cachée, cette fois-ci je recrute un nouveau scout, parce que j'ai des scouts ici, je sais que je vais vouloir aller faire du contrôle avec ce scout-là. Fait que le recrutement fonctionne tout simplement comme ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre en défaussant des jetons face cachée? Je peux prendre contrôle de l'initiative. Ça revient à mon adversaire. Il trouve, il est tanné que je commence. Il va prendre son crossbowman sans me le montrer. Moi, je ne sais pas que c'est ça. Il va le défausser face cachée. Il va tourner ce jeton-là de côté. C'est maintenant lui qui a l'initiative. Ça revient quand même à moi de jouer, mais au prochain tour, s'il possède encore l'initiative, ben c'est lui qui va commencer à jouer plutôt que moi. Donc, ça revient à moi. Il ne me reste que ce jeton-là. Ce jeton-là, c'est le jeton qui est à mon effigie. C'est le même symbole que sur mes jetons de contrôle. Ce jeton-là ne peut pas activer de troupes. Ce jeton-là ne peut pas déployer de troupes. Ce jeton-là ne peut être utile que pour être défaussé face cachée. Fait que dans mon cas, j'aurais 3 options. Je peux le défausser et rien faire, passer. Je peux le défausser face cachée pour recruter l'une de mes troupes, ou je peux le défausser face cachée pour, par exemple, reprendre contrôle de l'initiative. Mon adversaire avec sa dernière action,
qu'est-ce qu'il y a comme jeton? Il y a un Pikesman, il n'y en a pas encore sur le plateau, il décide de le déployer juste ici. Le tour est terminé, on pige 3 jetons et on continue. Fait que donc, avec mes jetons, soit je le défausse face ouverte pour activer une unité qui est sur le plateau, soit je le défausse face cachée pour recruter de nouvelles unités, pour prendre contrôle d'initiative ou simplement pour passer, soit je le place directement sur le plateau, sur l'un de mes points de contrôle, pour recruter une nouvelle unité ou plutôt pour déployer une nouvelle unité sur le plateau pour renforcer une unité qui existe déjà sur le plateau. Ce sont mes 3 actions. Dernière chose que je vais expliquer avant de passer à d'autres choses, c'est que, évidemment, chaque carte a des particularités. J'ai dit que quand on active une unité, on peut soit la déplacer d'une case, soit attaquer à une case adjacente, soit prendre le contrôle d'une zone. C'est tout à fait vrai, mais chaque unité a ses particularités. Je regarde l'archer me dit, lui, quand il attaque à 2 cases de distance. Il peut même passer par-dessus des unités. Fait que si, par exemple, j'avais un archer qui était juste ici, ben, en défaussant un jeton archer, fait que si j'avais pigé dans ma main un jeton archer, en le défaussant, je pourrais dire j'active l'archer qui est là et 1, 2, je tue le crossbowman qui est juste ici. Je pourrais faire ceci. Par contre, l'archer vient avec un désavantage. Ça me dit l'archer ne peut attaquer que de cette façon. Ça veut dire que si le swordman vient se déplacer comme ça, l'archer ne pourra pas l'attaquer. Il devra se déplacer avant de pouvoir l'attaquer. Fait que chaque carte a ses particularités. Le cavalier peut bouger et ensuite attaquer. Normalement, on fait juste un des deux. Le Lancer, il peut bouger de 1 ou 2 cases et ensuite attaquer. Mais ça me dit ici, il y a un désavantage, il ne peut attaquer que de cette façon. Fait qu'il ne peut pas attaquer quelqu'un qui lui est adjacent. Le Scout peut être déployé adjacent à n'importe quel allié plutôt que sur les zones de contrôle. Le Swordsman, s'il réussit à attaquer, il gagne un déplacement gratuit ensuite. Bref, chaque unité a ses particularités, il faut donc apprendre à les maîtriser. Et voilà qui met fin à mes explications de Onitama, de Duke et War Chest. Je viens de t'expliquer 3 jeux en 25 minutes, moi. Donc, mes impressions. Je vais y aller un par un. Je considère que je les ai expliqués du plus simple au plus complexe pour différentes raisons. Je commence par Onitama, qui est, malgré sa simplicité, selon moi, le meilleur des 3. Un petit jeu de stratégie extrêmement intéressant. Son prix est très bon aussi si on l'achète en magasin. Celui-là, c'est celui qui va ressembler le plus aux échecs. On va avoir les raisons pour lesquelles je l'aime tant. On a 2 types de déplacements qui nous sont donnés en début de partie. Notre adversaire en a 2 aussi. Il y en a un qui va rentrer dans ma main à la fin du premier tour de jeu. Puis ensuite, on va avoir uniquement ces 5 modes de déplacement-là pour toute la partie. C'est juste qu'ils vont s'échanger de main. Fait que quand je vais jouer ma carte Dragon, qui me permet de sauter de 2 par en avant puis d'une case à gauche, elle est très forte, elle me donne beaucoup de versatilité. Mais après l'avoir joué, je la mets sur le côté, puis au prochain tour, c'est toi qui la gagne, par exemple. C'est toi qui vas pouvoir la jouer. Tu peux décider de jouer avec tout le même roulement de la même carte de mouvement qui revient pour garder ta carte dragon puis l'utiliser au bon moment puis me faire oublier tranquillement qu'on l'a. Fait que cette espèce de côté back and forth là, aller-retour, où on a juste quelques options de déplacement, mais sur un grand nombre de personnages, sur les 5 bonhommes qu'on a sur le plateau. Puis l'espèce d'aller-retour qui est entre les 2 joueurs, que c'est toujours les mêmes cartes de déplacement qui se promènent. Puis la façon dont le plateau est fait, c'est très clair, même pour moi visuellement, quelles sont les options de mouvement possibles de mon adversaire. C'est un jeu qui a une grande élégance, qui a un super bon matériel, qui s'explique super rapidement. Je pense que ça m'a même pas pris 5 minutes. Faire le tour des règles au complet, qui s'explique super rapidement et qui se joue aussi très rapidement. C'est un jeu qui se traîne bien. La boîte est super jolie aussi. C'est une espèce de petite boîte magnétique. À l'intérieur, on a le manuel d'instruction qui vient de sacrer de camp. Les filles sont d'un côté, le petit tapis qui est roulé. Et mine de rien, on a beaucoup de variétés parce que là, moi, il y a une extension présentement qui est dans la boîte. Il en existe une deuxième, mais elle n'est pas dans la boîte. Et avec simplement une extension, j'ai tout ça de cartes ici. Je rappelle que dans une seule partie, on n'utilise que 5 cartes. Ce qui veut dire que d'une partie à l'autre, je vais avoir des grosses différences parce qu'on n'aura pas le même type de choix d'action, de choix de déplacement qui est disponible d'une partie à l'autre. Fait qu'Onitama, c'est un excellent petit jeu tactique stratégique de type échec, selon moi. Très réussi. Deuxième de Duke, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, mais celui-là, il va être un petit peu plus gamer. Puis l'une des raisons pour laquelle il est un petit peu plus gamer, c'est que le mouvement des pièces change pendant la partie. Et au fur et à mesure qu'on joue, on les apprend, ces mouvements de pièces-là. Fait que je me rappelle que le duc, il peut bouger comme ça, mais après que je l'ai déplacé, il peut bouger de cette façon-là. Puis quand je l'aurai redéplacé, il va recommencer à bouger comme ça. Cette alternance-là est super intéressante, mais n'est pas facile à saisir les premières parties. Par contre, au moins, on a une espèce de petit
référentiel qui ressemble à ça ici, qui nous explique chacun des symboles, qu'est-ce qu'il peut faire particulièrement, puis qui nous donne un exemple de déplacement pour chacun des symboles. Fait que les flèches noires, les cercles blancs, les étoiles blanches, les étoiles noires. Tout ça, fait que c'est un super beau jeu, c'est un super bon jeu, pas nécessairement super beau, c'est un super bon jeu, mais il est un petit peu plus difficile à prendre en main. Surtout que, ben, au moins, il est, j'allais dire surtout qu'il y a énormément de pièces différentes qui ont des mouvements différents, mais à tout le monde, on les apprend graduellement, parce qu'on commence avec les 3 mêmes pièces, chacun du côté de la table, et au fur et à mesure qu'on en pige des nouvelles pour les racheter sur le plateau, on apprend juste celui-là. On a toujours le droit d'aller voir ses propres pièces, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté pour s'en rappeler, mais à moins de se faire des permissions en début de partie, on n'a pas le droit d'aller voir l'autre côté des pièces de son adversaire. Fait que ça se peut qu'il nous surprenne pendant la partie. On pense que notre duc est correct, il est safe. Il y en a un qui se déplace de telle façon, puis en le tournant, on réalise qu'il peut faire un L en sautant par-dessus des unités. Fait que soudainement, notre duc devient en enjeu. Fait que c'est super intéressant, c'est super tactique, mais il faut. Ça prend des joueurs un petit peu plus gamers que Onitama, justement parce qu'on apprend continuellement des nouveaux mouvements à l'intérieur de la même partie. Et aussi, il y a beaucoup d'extensions qui existent pour Duke. La version que j'ai, c'est une deuxième. Si c'est pas une troisième édition, je pense que c'est une deuxième édition. Puis il y a beaucoup d'espèces de petits modules qu'on peut rajouter. Par exemple, moi, dans la boîte, j'ai le module du roi Arthur. Fait qu'il y a des tuiles associées spécifiquement au roi Arthur. Arthur, Merlin, Guenièvre, Morgane, Mordred, etc., qui ont des pouvoirs particuliers. Puis c'est ça la troisième action dont je parlais. Il y a Mordred qui peut bloquer les attaques qui viennent de ses flancs, peut être attaqué juste par en avant, par en arrière. Morgana peut contrôler d'autres unités, elle peut curser des unités, des trucs comme ça. Fait qu'ils ont des pouvoirs particuliers. C'est un petit peu plus complexe. Si on est habitué de jouer avec le jeu, ça reste super intéressant. Un très très beau jeu tactique, mais quand même assez gamer. Dans le cas de War Chest, on a encore l'aspect tactique. War Chest, c'est probablement le plus beau jeu des trois. Il y a des grosses chips de poker de qualité, beaucoup les cartes, le jeu est très lourd, le plateau il est un peu drabe, mais le matériel, les tuiles sont vraiment, pas les tuiles, mais les jetons, là, c'est vraiment de la super qualité. C'est pas too many bones, mais quand même. Celui-là, il y a le même aspect tactique de se déployer sur le plateau de jeu, mais il y a la partie backbuilding que j'aime beaucoup. On commence avec 8 jetons qui représentent nos 8 unités, plus 2 génériques, même chose pour l'adversaire, mais on n'a pas les mêmes jetons. Fait qu'on a une différenciation tout de suite en partant. J'ai l'impression qu'il y a certaines combinaisons d'unités qui sont assez fortes ensemble, mais j'ai pas l'impression qu'il y a rien qui est game killing, là, qui va tuer, qu'il y a des combinaisons tellement plus puissantes que ça que d'autres. Tout dépend de la tactique qu'on déploie pour activer ces dites unités. L'affaire qui est super intéressante du backbuilding, c'est qu'on a des choix très difficiles à faire. Parce que par exemple, si je prends, dans l'exemple que j'ai fait tantôt, si je prends ma cavalerie, j'ai décidé de rentrer ma cavalerie à 3 points de vie. Ma cavalerie n'a que 4 jetons au total dans toute la partie. Ce qui veut dire que si je lui donne 3 points de vie, oui, elle est très forte, oui, elle doit se faire attaquer 3 fois, mais dans tout ce qui va me rester dans mon bac, je vais avoir juste un jeton pour l'activer. Fait qu'est-ce que j'aime mieux avoir une cavalerie qui a 1 point de vie, de recruter tous ses autres jetons pour avoir 3 activations de cavalerie, mais elle a juste 1 point de vie, ou j'aime mieux avoir une cavalerie qui a 2 points de vie, mais je vais avoir 2 jetons d'activation, une cavalerie qui a 3 points de vie, mais qui a 1 jeton d'activation. J'ai même vu un joueur à un moment donné mettre un 4e point de vie pour asseoir un adversaire qui contre-attaquait. C'est des pikemen, je pense, qu'il faisait des dégâts au fur et à mesure qu'il se faisait attaquer. Fait qu'il l'a planté sur une zone qu'il voulait vraiment pas perdre. Puis là, à chaque fois qu'on l'attaquait, il perdait des points de vie. Fait qu'il fallait le descendre avec des archers, des arbalétiers, arbalétiers pour pouvoir attaquer de loin et pas perdre des points de vie. Fait qu'il y a une très belle stratégie à faire de tout ça. Quelles unités je vais recruter quand? Parce que comme tout jeu de type building, que ce soit deck ou back building, si j'achète toutes mes unités rapidement, ben le scout que j'ai vraiment besoin de piger ou l'archer que j'ai vraiment besoin de piger pour pouvoir éliminer l'adversaire, ça va être long avant que je le repige. Fait que tout cet aspect-là, la gestion du sac est vraiment extrêmement intéressante. Fait que pour cette raison-là, il y a l'aspect backbuilding qui est assez gamer, mais sinon le jeu est littéralement dans ses règles les plus complexes à apprendre que Duke, mais dans la stratégie qui est appliquée pendant la partie, il est plus simple à apprendre que Duke. Parce que lui, oui, on va avoir 8 cartes qui ont 8 pouvoirs puis 8 types de mouvements puis d'attaques différents sur le plateau, mais rendu au deuxième tour de jeu, on va les connaître rapidement. Les siens, on les apprend rapidement. Ceux de l'adversaire, on les apprend rapidement aussi. D'une partie à l'autre aussi, il y a quand même juste 16 cartes dans une boîte. Fait que d'une partie à l'autre, on connaît bien ces 16 cartes-là. Mais les combinaisons qu'elles font entre elles, si je joue le scout avec le swordman puis le crossbowman, j'ai pas la même partie que si je le scout dans la même partie que le bandit, que dans la même partie que telle autre unité, que le Royal Guard, par exemple.
Fait que cette combinaison-là va amener une très belle rejouabilité dans un matériel qui est très beau. Le seul défaut, peut-être, c'est les espèces, on a des grosses chips de plastique de qualité, puis on a des espèces de jetons cartonnés pour le contrôle des ondes. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, pour bien les différencier, mais quand même, ça fait c'est un petit peu dommage cet aspect-là. Puis c'est un jeu que j'ai trouvé ordinaire à 4. Fait que pour moi, c'est vraiment un beau jeu à 2. Fait que sur ça, moi, si ma maison passait au feu et j'avais à racheter les 3 jeux dans l'ordre, je rachèterais probablement Onitama en premier. Accessible, facile à jouer. Mon garçon est capable de jouer aussi, fait que très accessible. En deuxième, je rachèterais probablement The Duke. Parce que j'aime les jeux qui ont une lourde stratégie tactique avec des règles simples à l'intérieur. The Duke va me donner ça. Et en dernier, je vais acheter le jeu War Chess, qui est un petit peu plus dispendieux que les deux autres à cause de la qualité de son matériel, même s'il n'est pas très cher quand même, c'est une quarantaine de dollars, je pense. Mais l'aspect backbuilding est un petit peu plus difficile à gérer pour quelqu'un qui est moins gamer. Et il prend un petit peu plus de place sur la table. Fait que moi, quand je faisais des soirées d'animation de Duke Onitama, je les amenais. Mais quand je fais War Chess, je ne l'amène pas nécessairement dans un bar, par exemple. Il va prendre un peu plus de place. Fait que dans l'ordre, c'est comme ça que je les proposerais. Sur ce, vous me le direz, est-ce que j'ai oublié d'excellents petits jeux à 2? Puis là, je parle spécifiquement des jeux stratégiques, on va dire de type échec. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous auriez aimé que je parle, desquels vous auriez aimé que je parle dans cette vidéo-là? Faites-moi commentaire, message dans le bas de la page, comme à l'habitude. Et moi, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vais vous inviter à venir évidemment visiter nos pages Facebook, Instagram dis-je, et Twitter. Et à venir nous supporter sur notre page Patreon si vous voulez qu'on continue à vous fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine, bonne game.